Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est lundi, donc on va faire un petit point brief sur les UT hebdo, daily, enfin plutôt swing. Je vais le faire rapide celui-là parce que je n'avais pas spécialement prévu de bosser aujourd'hui. Mais il se passe des choses là ce matin et il faut qu'on en parle parce que je mets en place certains scénarios. Il y en a certains que j'ai mis hier soir à la réouverture des futurs, on va en parler. D'autres comme le Bitcoin et tout ça dont il faut qu'on reparle. Donc je le fais un peu rapide ce matin, mais je le fais quand même. Donc hier le trade spéculatif sur l'Ether, toujours en cours pour l'instant, il a un stop loss et tant qu'il n'est pas déclenché, voilà. On a évidemment un scénario assez emmerdant à savoir, donc ça retombe dans la nuit là. Sur la fin de session asiatique, je sais plus, c'est à partir de 5 heures ça commence à dérouiller. Euh, donc là, ça rechute complet, on revient chasser sous le support. Cette fois, peut-être qu'on va réussir à tenir des clôtures sous la partie 50% du canal. Donc essayez de nous réorienter plutôt donc vers la zone ici. Alors c'est vraiment toujours très très périlleux de traiter cette zone, puisque normalement cette zone c'est une zone à rejet, c'est-à-dire normalement on ne doit pas passer du temps ici, bien au contraire on doit avoir cette forte polarité sur la zone qui nous pousse vers les extrêmes. Et là j'ai l'impression que c'est bizarre ce qu'on fait ici, donc ça me surprend toujours. Maintenant, bon, si ça ne se passe pas comme prévu, c'est pas très grave. C'est pour ça qu'il y a des stop-loss et des invalidations dans les scénarios spéculatifs. Pardon. Donc, affaire à suivre, je surveille, voilà, j'ai besoin de voir où se fera la clôture H4, parce que c'est effectivement soit la bougie qui perce, là, littéralement à travers la zone, autrement dit, c'était pas juste pour venir chercher le support du futur, mais dans ce cas-là, tout simplement, on part vers le scénario numéro 2, hein, qui est donc celui de la lente glissade, une accélération à prévoir par là, et puis ici on va devoir digérer parce qu'il y aura beaucoup de volume à traiter, que ce soit à l'achat comme à la vente. Ici vous pourrez donc spéculer très probablement sur des UT horaires ou 15 minutes, à nouveau pour former une sorte de range un peu comme ça dans cette zone-là. Donc il y aura des achats possibles, il y aura des ventes possibles, des achats, des ventes. Bref, moi ici, ce n'est pas une zone qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est la façon dont on réagit après cette zone. C'est-à-dire que si on vient ici, qu'on travaille bien la zone et qu'on repasse dans la partie haute du canal, je prendrai des achats. J'ai toujours pas de biais vendeur sur ces actifs-là, puisque je pense qu'on se rapproche de supports moyen-long terme relativement dangereux dans lesquels vendre, c'est un peu le coup d'être le mec qui vend tout en bas et qui est obligé de se racheter derrière. En tout cas, c'est toujours plus délicat de vendre que de faire des buy and hold. Voilà, hein. Je rappelle que le sell and hold, ça n'existe pas. C'est juste pas possible. Voilà, bref, allez, donc j'attends. Dans 2h28, j'aurai une réponse. Soit on fait une vilaine mèche comme ça, hein. C'est-à-dire on est juste venu chasser du monde, ça passe pas et on repart toute balle dans l'autre sens. Enfin, quand je dis toute balle, c'est un peu voilà le réplica de ça. Vous dites, comme d'hab, n'oubliez pas que si vous avez du mal à visualiser, vous pouvez utiliser cet outil-là qui est quand même relativement pratique pour dire quand je vous dis on repart, ça veut pas dire fin du monde. Ça veut juste dire que si on fait une mèche basse ici, voilà, ça risque de repartir après dans l'autre sens. Ok, donc attention à ne pas considérer que la capitulation est là avant qu'elle se soit réellement le cas. Mais pour ma part, j'ai toujours beaucoup de mal à gérer cette zone. Voilà, comme je l'ai dit, normalement 8009, 8007, ça doit rejeter les prix, pas les attirer. Donc je comprends pas trop ces hésitations qu'on a là. Alors peut-être que là, effectivement, on a tenté de rejeter par le nord, ça passe pas et on va rejeter par le sud pour de vrai cette fois. En tout cas, il y a un moment où on va se rediriger vers des zones où il y a du volume. Ici, il y a peu de volume, donc il faut comprendre qu'on est attiré soit par là, et encore plus a fortiori par là à terme, soit par cette zone-là, puisque c'est la dernière fois qu'on était resté ici. Donc là, le marché cherche des zones d'équilibre. Mais on est en plein dans une zone de déséquilibre. Donc c'est ça qui me paraît assez stupéfiant de passer autant de temps à venir chercher dans ces zones de demande. Voilà. Ces zones, normalement, elles ont une faible offre et une demande relativement forte. Donc normalement, ici, quelques spéculateurs à l'achat ou à la vente, ça doit rapidement faire bouger les prix. Alors c'est ce qu'on constate, certes, mais normalement, il doit y avoir un consensus qui émerge de tout ça. Et ça, c'est la partie qui nous manque pour l'instant. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, du coup, ça nous fait quand même chuter la dominance BTC. Donc, attention, on va quand même surveiller. Il n'y a rien d'alarmant pour l'instant. Mais donc, pareil, on efface toute la dominance BTC des dernières heures, là. Donc, à surveiller, à faire avoir. Est-ce que ça, c'est précurseur tout simplement de dire on va effectivement au sud et tout le monde va suivre. Donc, Ethereum va péter sa gueule derrière, évidemment. Soit tout simplement, c'est encore une fois le fond signal et BTC va reprendre ses 4% en quelques minutes. Enfin, pas minutes, mais en quelques heures. Voilà, donc affaire à suivre. Moi, ce qui m'intéresse toujours, encore une fois, c'est de voir le moment où la dominance accélère sous le support. Donc, pour l'instant, pas d'urgence à appuyer sur des boutons un peu trop vite. Voilà. Mais ça m'intéresse clairement et j'aimerais bien effectivement voir la dominance BTC se casser la gueule, mais de préférence dans un marché haussier, c'est-à-dire voir tout le monde reprendre ses supports, mais comme on l'a vu,
il reste un potentiel assez limité sur Bitcoin, alors qu'il y a un gros potentiel pour aller chercher des résistances sur Ethereum. Maintenant, c'est un pur trade spéculatif, comme on l'a dit. Je ne parie pas le compte là-dessus. J'ai vraiment un faisceau d'informations très fin ici. Et puis de toute façon, c'est vraiment une zone très spéculative, donc très dangereuse, surtout de la façon dont elle réagit jusqu'à maintenant. Donc restez vraiment prudent sur les cryptos. Pour l'instant, c'est pour moi la règle à suivre. L'autre trade que je vous ai balancé hier, c'est des ventes sur les indices overnight pour jouer tout simplement la baisse sur les marchés asiatiques. Ça a plutôt bien marché pour l'instant et je pense qu'on est qu'au début. Alors, la stratégie, je vous la donne en globalité. Pour moi, c'est de dire vente sur les S&P 500. Bon, de toute façon, tout le monde a donné des signaux de vente 4 heures en fin de semaine et je pense qu'on a essayé de clôturer les semaines en haut pour se taper des avalements baissiers cette semaine. C'est-à-dire, je pense que les points hauts des semaines, donc les prix d'ouverture hier soir, vont probablement rester les plus hauts de la semaine et je pense qu'on va casser les plus bas hebdo. Après, est-ce qu'on va le tenir ou pas? Ça, c'est la grande question. C'est-à-dire, dans le mauvais cas, bah, c'est comme ça. C'est-à-dire, on enfonce tout et on tient la clôture en bas et tout simplement on pourra dire ok, on a trouvé un nouveau sommet, peut-être le dernier, qui sait, on ne sait pas. En tout cas, on n'est pas sur une zone qui veut rien dire, hein. On est bien sur une zone où ça peut reverse, on a des signaux. Donc je suis curieux de voir si on va reverse en hebdo, c'est-à-dire si on va recoller un signal comme ça en hebdo. Donc pour l'instant, patience, hein. On serait dans ce cas-là dans un reverse de squeeze, c'est-à-dire on a squeezé complètement le momentum, autrement dit on a essayé de tirer tout le jus qu'on pouvait. Mais derrière, on aura une sortie, et je pense toujours une sortie baissière. Donc je surveille l'hebdo, voilà. J'anticipe clairement un reverse hebdo, avec les risques que ça comporte. Voilà pourquoi j'y vais pas comme un gros débilos, évidemment. Donc pour l'instant, tout doux, ok. Je vais essayer de voir si les signaux 4 heures qu'on a ici, qui sont quand même des signaux de TP dans une tendance tellement mature qu'au bout d'un moment, il faut quand même se calmer. Donc on va voir, j'aimerais dans un premier temps avoir des premiers retours sur des supports, pour pouvoir former au mieux des ranges, au pire donc des rechutes relativement brutales. C'est-à-dire, voilà, au gros, soit on fait un truc comme ça, la lente décrue, comme on avait dit, scénario 1, c'est-à-dire on est obligé de ranger toute cette zone de prix ici, d'y passer un temps fou, donc un peu comme ça, et après on casse pour former le range inférieur, ce qui serait totalement probable, c'est ce qu'on avait anticipé la semaine dernière. L'option numéro 2, c'est il y a des mauvaises nouvelles du point de vue politique ou géopolitique, et là par contre ça risque d'aller beaucoup plus vite. C'est ce que je vous ai tweeté en fin de semaine dernière, c'est une semaine très politique. Alors il y a un peu de Powell qui va parler, je crois que c'est devant le... Non, je sais plus. Enfin bon, bref, il y a Powell qui va un peu parler, mais c'est pas nécessairement ça. Pour moi, tout tourne autour du problème Trump et du fait que plus ça soulève de la merde côté démocrate, plus le marché monte. Donc là, c'est assez dangereux parce qu'encore une fois, le risque, c'est qu'un jour, ils trouvent vraiment un truc qui est plus du tout défendable par les républicains. Et là, c'est craignos. Parce que là, encore une fois, voilà. L'autre problème, c'est de dire, de toute façon, tout ce qui compte, c'est pas tellement de savoir ce qui va arriver à Donald Trump, c'est de savoir si les républicains vont être réélus ou pas. Et surtout, est-ce que Donald Trump donc va être réélu, puisque c'est lui qui sera présenté pour le camp républicain. Donc il y a son impeachment qui est un frein à ça, qui est un risque à cette réélection. Et il y a autre chose, c'est la plupart des gens se disent bon, mais il n'y a personne en face. Bernie Sanders, c'est trop extrême, machin. Donc il y a plein d'Américains qui ne sont pas prêts à voter pour ça ou qui sont inquiétés par ses conditions de santé. Elizabeth Warren, bon, elle fait parler d'elle, certes, mais elle fait peur. Donc le problème, c'est que c'est pas tellement de mobiliser voilà, le problème, c'est la mobilisation des démocrates et de trouver à partir de ça des gens qui sont prêts à passer du camp républicain et à voter démocrate. Et c'est là que tout le problème se trouve. C'est-à-dire que des gens prêts à voter démocrate, il y a déjà largement assez, mais il en faut un peu plus pour réussir à emporter une élection. Il faut trouver des républicains ou des switchers qui sont prêts à voter pour un candidat démocrate. Et c'est là que ça marche pas. Si vous les interviewez un peu ces gens-là, ils vous disent pratiquement pas tous la même chose, mais il y a beaucoup de profils qui ressortent systématiquement dans « j'arrive pas à trouver un candidat démocrate. Je veux pas voter Trump, ou en tout cas je suis prêt à voter pour quelqu'un d'autre, mais il faut que j'y croie ». Autrement dit. Et c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire que le Green New Deal de Bernie Sanders, ça rassemble, mais ça rassemble surtout la partie gauchiste de l'Amérique. Alors attention, quand je dis gauchiste, c'est du centre droit français, on va dire. Mais voilà. Et effectivement, ça a du mal à aller piocher chez le candidat démocrate. Et là, vous l'aurez peut-être vu, et je vous en ai parlé parce que je pense que ça, c'est intéressant, et que ça peut changer beaucoup de choses. C'est donc, il est fort probable
qu'en fonction de ce qui arrive, il y ait un nouveau candidat qui arrive. C'est-à-dire que maintenant que Joe Biden s'est fait salir et que de toute façon il est tombé, alors soit il remonte, hein, d'accord, soit tout simplement on a affaire à un nouveau candidat. C'est-à-dire qu'Elizabeth Warren, qui a pris les sièges pour l'instant, de toute façon, tous les sondages la donnent perdante contre Donald Trump. Donc, le principe des démocrates, ça va être de trouver un candidat qui peut battre Donald Trump, et c'est toute la rhétorique de notre cher ami Michael Bloomberg. Donc, lui, il est donné gagnant dans les sondages contre Trump. Tous les sondages, hein, c'est-à-dire que tous les sondages qui sont sortis, il est gagnant contre Trump. Maintenant, il n'est pas encore présenté de manière officielle. Il a signé sa capacité à se présenter, mais il n'a pas encore, entre guillemets, officiellement annoncé sa candidature. Alors il y a tout un blabla là qui se met en place depuis les dernières 72 heures autour de tout ça, donc rumeurs de machin, des coups de fil qui sortent comme quoi Jeff Bezos aurait appelé le candidat il y a plusieurs mois pour savoir s'il allait se présenter. Bon bref, ça commence à parler. Donc quand ça commence à parler, ça veut dire qu'ils font une étude de marché. Donc il faut bien savoir un truc comme ça, c'est fait pour. C'est-à-dire que là, c'est de la communication organisée pour voir comment le public réagit, pour savoir si, oui ou non, il va se présenter. Donc vous pouvez être sûr d'une chose, s'il se présente, ça va probablement se produire relativement rapidement. Déjà parce qu'il est très en retard sur le calendrier, et que c'est le moment où il faut qu'il en profite. Donc c'est là où il a un boulevard, c'est là où on commence à parler de lui, à envisager d'eux, c'est là où favorablement on sort que c'est probablement le candidat démocrate qui peut battre Trump. Donc il faut surveiller ça. Est-ce que pendant la semaine, Michael Bloomberg pose officiellement sa candidature pour les primaires démocrates. Et derrière, comment ça se passe, hein, parce qu'encore une fois, il tâte le terrain pour savoir s'il va perdre de la crédibilité ou non. Je peux vous dire une chose, hein, Bloomberg, il va se présenter au présidentiel, c'est sûr, mais peut-être pas maintenant. Donc le principe, c'est que là, il tâte et il se dit, ils vont essayer de savoir, entre guillemets, si c'est le moment d'y aller ou non. Puisque, évidemment, là, pour le coup, autant vous dire que Trump, il n'a aucune chance contre Bloomberg. Hein. Et les arguments de Bloomberg sont vraiment, enfin, c'est toujours très rationnel. Voilà, là vous avez un vrai chef d'entreprise, un vrai créateur de valeur, et en face de lui vous avez le gros guignol. Ça m'a d'ailleurs amusé puisque c'est un des premiers trucs sur lesquels je suis tombé quand j'ai vu un discours de Bloomberg. C'est là où il dit, Donald Trump nous dit qu'il va gérer l'Amérique comme il a géré son business, mais putain, pourvu qu'il le fasse pas, parce que quand on voit le nombre de créanciers qu'il a laissé derrière, qu'on a envie de lui couper la tête, le nombre d'investisseurs qui l'ont ruiné, qu'il a ruiné, voilà, la montagne de dettes qu'il a créée et son succès illusoire, voilà, exactement ce que je vous avais dit, hein, que encore une fois, le succès de Trump, il vaut mieux pas qu'on en parle, parce que c'est vraiment pas un succès. Donc je pense que malheureusement, c'est le mec qui joue sur le même territoire que Trump, mais avec la réussite. Alors évidemment, il y a des contreparties, hein, il n'est pas parfait, loin de là, mais voilà, disons que c'est le candidat parfait pour faire tomber l'hégémonie de Trump. Parce que là, c'est vraiment la success story. Voilà, c'est de dire, par exemple, la fortune de Trump, c'est 3 milliards de dollars, lui, c'est 52. Donc c'est de dire, voilà, dans un jeu de quéquette de qui est le meilleur entrepreneur, il n'a aucune chance, notre ami Trump. Donc autrement dit, c'est toute la rhétorique de Trump qui peut s'effondrer littéralement si c'est ce candidat-là qui se trouve en face. Donc, voilà. C'est la question que je vous pose. Et je vous dis, à votre avis, comment vont réagir les marchés si c'est Michael Bloomberg qui sort ? Parce que Michael Bloomberg, encore une fois, c'est pas non plus, on va dire, c'est le parti centre droit des démocrates. Donc c'est quand même quelqu'un qui peut plaire au marché. Voilà. Maintenant, il faut bien être conscient aussi que le marché, il voudrait surtout retrouver Donald Trump pour pouvoir retrouver de jolis cadeaux. Bref, tout ça, on va voir. Mais je vous dis, cette semaine risque d'être politiquement intéressante et totalement imprévisible. Mais je vous dis, surveillez et gardez un œil sur ces mots-clés qui sont donc voilà, toutes les news qui peuvent sortir à mon avis correspondant à la potentielle candidature de Michael Bloomberg. Ça peut faire bouger beaucoup de choses dans les anticipations, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a à mon avis beaucoup de modèles sur lesquels se basent les prises de risque qui considéraient jusqu'à présent que le candidat républicain allait être réélu. Je vous dis direct que si c'est l'autre qui arrive, ça va changer très vite. Donc ça veut dire des modèles qui vont devoir se réajuster. Des modèles automatiques. Donc, encore une fois, ça peut être un peu brouillon. Donc, il faut surveiller ici. Pour l'instant, pour ma part, je pense que ça doit rester sur des stratégies de range. C'est ce que j'essaie de mettre à profit. Donc, pas de raison d'être ultra agressif, de dire il faut vendre, sinon on va tout rater. Je pense que dans tous les cas, il y aura des pullbacks. Donc, restez quand même tranquille pour l'instant. Mais je pense que quelques petits trades spéculatifs devraient rapidement pouvoir atteindre des niveaux de support pour être gérés, c'est-à-dire pour faire les gestions du risque.
Voilà un peu donc la thématique de mon début de semaine. Essayez de voir jusqu'où on peut tirer sur le VIX. Théoriquement, ne pas viser plus que 15 pour l'instant. Ça me paraît encore un peu loin dans le sens où je pense qu'on va tenir le support ici. Donc pour l'instant, le bottom fait et actuel 12 sur la volatilité et je pense qu'on ira guère plus bas. Est-ce qu'on pourra faire une petite pichenette derrière à 11,8, 11,9 comme on l'avait fait un peu à l'époque? C'est possible, en fait, tout dépend de la maturité dans laquelle on est dans le cycle. Et je vous rappelle toujours qu'il faut identifier vos cycles de volatilité, c'est-à-dire que là, vous avez un cycle de baisse de volatilité. Ok, là vous en avez un autre, et là on en a un. Donc le principe c'est toujours à peu près le même schéma. D'accord, on vient chercher le support, on oscille un petit peu, on fait un creux plus bas, et ensuite c'est la hausse de volatilité. Donc là moi ce schéma je le retrouve bien ici. Hein. Le point bas, ça travaille, un nouveau point bas, et normalement ici on repart sur le schéma aussi. Autrement dit je pense qu'on est à ce stade là aussi. C'est-à-dire que là on est ici et là. Le seul truc qui me gêne, c'est que à chaque fois qu'on a joué ce jeu-là, on avait toujours les expirations au plus bas. C'est-à-dire expiration, ok, bon, sauf celle-là, mais bon, ici on a quand même réussi à faire l'expiration au plus bas. Donc on a tendance à expirer les contrats de VIX au bottom. Donc, grande question, est-ce qu'ici on va être maintenu, en sachant qu'il reste donc quelques jours avant l'expiration, c'est-à-dire maintenu ici pour jouer l'expiration, qui est donc ce mercredi, ou option numéro 2, non, ça passe pas. Alors, attendez que je vérifie. Oui, c'est bien mercredi l'expiration. Ah non, c'est le 20 l'expiration. C'est le 20, c'est le 20, c'est le 20. Je ne vous dis pas de bêtises. On est en expiration le 20 cette fois. Ok, donc là, attention avec l'expiration. C'est de dire, soit là, c'est le faux départ, on va se refaire une petite mort cérébrale, soit c'est le moment là où il y a énormément de spéculateurs à la vente sur le... C'est historique, on est au plus haut niveau historique, pas en nombre de vendeurs, hein, je parle en exposition nette vendeuse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la liquidité est relativement faible sur le VIX. Il y a très peu d'acheteurs, très peu de vendeurs, mais la représentativité, c'est-à-dire le pourcentage entre guillemets, ou ce qu'on appelle la position nette, et il y a le plus de contrats ouverts actuellement à la vente, non compensés par des contrats à l'achat. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, plus personne n'achète de volatilité. C'est un peu ça le problème. Donc, on va voir un peu le délire. Mais voilà, moi, je suis curieux de voir comment ça va réagir ici. Est-ce qu'on y va tout de suite? Sérieusement, je ne pense pas. Est-ce que le pullback ici va être acheté? Je pense que oui. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je pense qu'on va chuter un peu en début de semaine, faire un petit pullback au milieu de la semaine, mais que très probablement, on tiendra une clôture baissière si tout se passe bien. Voilà. C'est-à-dire une clôture neutre, mais je pense qu'on cassera le plus bas de la semaine passée sur l'ensemble des indices. Voilà. Donc mon objectif, c'était de vendre l'ouverture de cette semaine, de prendre mes gains et de sécuriser dès qu'on casse le plus bas des semaines passées, et je garde évidemment une partie de tous ces trades pour un horizon swing. C'est le seul truc que j'ai fait pour l'instant. Voilà. Je surveille donc le VIX. Okay, j'ai toujours mon achat VIX, hein, donc je vais le jouer jusqu'à la semaine prochaine. J'ai clairement pas un bon prix. Je sais plus quel prix j'ai eu moi. Attendez que je vous dise pas de conneries. Non, moi je crois que j'ai pris les prix à l'ouverture, donc je dois avoir un truc genre 13,6, 13,5. Donc je vais essayer de les sortir à BE. Normalement ça devrait être fait, mais je vise guère plus de toute façon que les 15 pour l'instant. Puisque donc on va voir si ça tient jusqu'à la clôture. Les junk bonds toujours très très mal orientés, hein, donc ça c'est pareil, c'est à surveiller, mais comme de l'huile sur le feu, parce que je pense qu'on va casser celui-là de support, ça me paraît évident, hein, mais par contre, est-ce qu'on va casser le suivant derrière? C'est là où, attention, si on vient casser celui-là de support, c'est très 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 mauvais pour Wall Street. Je vous signale quand même que le dernier signal qu'on a est un signal de range baissier. Donc range baissier ici, ça veut dire qu'on devrait normalement casser ce support. Quand on casse ce support ici, ça devient très craignos. Hein. Très honnêtement, là ça veut dire qu'il faut tenir absolument les 105, mais ça veut dire qu'ici on va avoir une crispation, un risque qui va revenir sur les actions. Donc on surveille, hein. Je rappelle, JNK c'est la volatilité, pardon, c'est le prix des obligations en junk. Si ça commence à chuter sur les junks, attention encore une fois, hein, les taux de défaut augmentent aux États-Unis, il y a une bulle de crédit. Alors elle n'est pas fantasmagoriquement gigantesque comme 2008, mais il y a une bulle de crédit, donc il faut faire attention. Ok ? Donc toujours pareil, on surveille ces facteurs de risque. Le gold qui se reprend en début de semaine, et ça aussi ça va être à surveiller, parce qu'on a bien cassé une partie du support, mais qu'on soit clair, hein, pour moi le gold ici, c'est soit on accélère à travers ce truc-là pour élargir le range, c'est un peu la structure entre guillemets que je vous avais donnée sur le S&P 500, hein. Ici on déborde des targets, si là on fait la même chose ici, autrement dit on aura fait un range haut, on fera un long range en bas, mais on finira par ressortir par le haut derrière, hein.
Mais voilà, la grande question pour moi, c'est de savoir si on tient ce support ou si on va chercher jusqu'à la zone des 1400 sur des prix plus attractifs. Un élargissement de la structure de range. Ça peut très bien être qu'un piège à con, hein. On vient ici, on reprend des achats et game over, hein. Et là, derrière, j'ai dit, on ouvre tout de suite jusqu'à 1600, hein. Donc, bon, c'est toujours pareil. Moi, le gold, je reste à l'achat. J'ai juste sorti le renfort que j'ai pris la dernière fois en breakout. Parce que tout simplement, lui, il n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai sorti la moitié. C'était par là, je crois, 1503, un truc comme ça, quand on a rechuté après les 4 heures. Et là, l'autre a été stoppé ici. Donc, pas de perte sur le trade, mais j'ai sorti le renfort. Par contre, j'ai toujours les achats d'en bas, hein, et tous les renforts en breakout que j'ai pris en cours de route. Donc, j'ai encore une exposition relativement significative au gold. Le principe est que moi, je vais remettre à chaque fois qu'on reprend. Donc ici, on a essayé. Est-ce que c'est un échec qui va nous permettre d'aller vers le support à 410 ou est-ce que ça, c'est le même piège à con et on va finir par y aller? Autrement dit, juste trop de gens qui font quelque chose égale le market maker fait l'inverse. Donc je surveille. Ça veut rien dire, mais je surveille. Voilà. Pour l'instant, ça veut rien dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour l'instant, c'est du pur bruit de marché. Ici, on avait une polarisation haussière. Maintenant, on a une polarisation baissière. Donc bon, c'est un peu foufou. Donc ça traduit généralement le range complètement foufou. Donc essayez de pas trop mettre les doigts dedans. Moi, je patiente, puisque normalement, je pense que la tendance haussière devrait l'emporter. Le WTI, lui, va m'intéresser beaucoup cette semaine. On est bien sur des zones où là, je pense qu'il y a des reverses qui vont pouvoir se mettre en place cette semaine. Donc j'attends sagement. Ce sera probablement des 4 heures. J'ai pas encore de signaux. Donc je surveille. Peut-être un peu plus haut. Moi, c'est vrai que c'est plutôt la zone 58 qui m'intéresserait. C'est là qu'on avait laissé du volume. Donc je surveille. Si j'ai une petite accélération vers du 58, pourquoi pas. Ici, hein, c'est vraiment pour moi l'accélération baissière à venir derrière. À savoir, là, on est vraiment en train de constituer une grosse accumulation. Ce qui m'intéresse, c'est le moment où on va briser la zone des 52. Voilà, pour moi, le moment où les États-Unis se rendent compte qu'il y a un truc qui ne va pas trop dans leur schéma de croissance, enfin surtout dans leur pricing et leur schéma de croissance. L'eurodoll, GBP, USD, je surveille toujours, mais toujours dans le même sens. Mon pote, l'USD Yen, il est en train de travailler la zone. Donc, pour l'instant, j'ai peut-être raté le trade spéculatif. Mais bon, j'ai pas de signaux, donc c'est quand même compliqué pour moi de me positionner là. Après, là, j'avoue que je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un triangle. Là, pourtant, il devrait y avoir. Donc, à voir, à suivre. Est-ce qu'on remet une petite pichenette de plus pour venir chercher quand même la zone ici? C'est possible. C'est possible. Mais il y a déjà les structures de TP, on est bien sur les zones qui m'intéressent, donc je surveille clairement l'USD Yen, hein. S'il commence à péter des supports, lui, ça va devenir relativement intéressant. Voilà, donc je vais mettre une alerte là aussi. Donc l'USD Yen à surveiller cette semaine, toujours pareil, hein, dans le même schéma de prise de risque, enfin de facteur de risque, à savoir, je pense que c'est risk-off plutôt sur les actions. Et ce qui m'intéresse, c'est donc plutôt la fin de semaine. Comment ça va se passer? Où est-ce qu'on clôturera en hebdo? Est-ce qu'on va clôturer la semaine en bas avec un avalement baissier? Dans ce cas-là, on va très probablement démarrer, en tout cas, sur les graphiques hebdo, la forte probabilité de voir émerger le fameux cycle hebdomadaire que j'attends depuis 3 plombes. Mais encore une fois, hein, la patience, il faut absolument en avoir. Et dans ce cas-là, on devrait voir chuter notre pote le dollar. Voilà. Donc cette fois, chuter avec un retracement relativement faible, c'est-à-dire qu'on aura réussi à retracer que 50%. Là, ce serait vraiment, vraiment puissant, hein. C'est-à-dire que normalement ici, après un sommet, on va au moins retracer du 61, 76. Si là, il retrace que 50, j'aime autant vous dire que le breakout derrière, il va être joli, hein. C'est-à-dire que là, on serait en pleine phase d'accumulation sur le dollar avant sortie baissière. Donc voilà, moi je surveille toujours. Plutôt dans le sens, effectivement, ici, cassure des derniers signaux, hein, qui sont donc non confirmés au momentum. Donc je pense que ces zones-là sont des zones d'accélération pour les vendeurs, des zones à breaker. Voilà. Donc moi, j'attends sagement de voir si on peut breaker ces zones. Pour l'instant, patience et résilience et application de la stratégie. La UDNZD, évidemment, se ratatine, puisque lui, à chaque fois que les indices se pètent la gueule, il descend. Elle est incroyable, cette corrélation. Hein, donc c'est toujours pareil. Maintenant que je vais prendre des gains sur les indices, je vais me faire dérouiller sur la UDNZD. Donc c'est très, très marrant. Mais je pense que quoi qu'il arrive, la UDNZD reste quand même relativement bien orientée. Donc on va voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est un nouvel échec ici ou pas? Mais ça ne fait pas partie spécialement de mes zones d'objectifs, mais je vois que pour l'instant on ne tient toujours pas les clôtures ici. Donc à surveiller la UDNZD sur ces zones d'activation. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, l'USD NOK, celui-là je surveille aussi comment il réagit. Donc lui j'aimerais bien le voir bien venir casser ici le canal de tendance pour bien marquer la forte probabilité en tout cas d'avoir trouvé le reverse là-haut. Donc tac, et évidemment je reprendrai derrière. C'est un trade hebdo, hein, d'accord? Donc là j'y vais en hebdo,
Le but étant de confirmer le signal qui a été donné il y a 2 semaines. Donc j'aimerais une cassure des plus bas hebdomadaires dans les semaines à venir et de préférence avec des clôtures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en portefeuille en gestion du risque? Ah oui, l'euro-yen pour l'instant, toujours pareil. Je ne sais pas trop ce qu'il fait celui-là. Je l'ai donné en fin de semaine. Je crois que c'était par là. Ou là, je ne sais plus. Non, c'était en fin de semaine dernière, donc c'était par là, je crois. Non, je ne sais plus. Je vous dis des bêtises. Non, c'était là du coup. Voilà, donc en fin de semaine dernière, ce signal-là, est-ce qu'il va payer, pas payer? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est la même chose, hein. C'est comme on a dit, ici on a débordé la target, si ici on la déborde, hein, c'est tout simplement, ça restera un range dont on sortira probablement par le haut, hein, suite à la tendance haussière. Mais est-ce qu'on va créer un range élargi, oui ou non? Voilà. Donc je garde quand même ce trade-là, j'ai mis un stop sous les supports ici, donc normalement ça devrait aller. Mais donc un peu de patience par rapport à ce scénario-là. Mais normalement, hein, si les indices repartent, normalement, euro-yen, ce sera le trade de la semaine. Hein. Voilà. C'est-à-dire que si les indices repartent au sud, théoriquement, ça fera chuter le dollar, donc ça fera s'apprécier l'euro, ça fera s'apprécier le yen. Donc on va regarder un peu tout ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir si euro-yen va s'apprécier, si l'euro s'appréciera plus que le yen. Chose que j'aimerais voir. Hein. Je vous rappelle qu'à terme, je pense que quoi qu'il arrive, si on s'attaque à la dette en yen, elle est juste, c'est un truc de fou. Hein. Enfin, donc il faut faire très attention au yen. Hein. Voilà. Enfin, pas la dette, mais bon, je parle, les problèmes de crédit liés au yen sont nombreux, hein, du par le fait que c'est la banque centrale qui détient beaucoup de choses. Donc les prix associés en yen peuvent être très brutaux si jamais on va vers une crise financière. Donc le yen, encore une fois, c'est une couverture en amont de quelque chose, mais attention, si ça tourne mal, le yen, il ne faudra pas en avoir beaucoup en portefeuille. Hein. Voilà. Donc je surveille tout ça, c'est pas celui sur lequel j'ai le plus de conviction, l'euro-yen, mais il me plaît bien. Et de toute façon, c'est un actif un peu chiant, hein, c'est-à-dire que là, faut pas viser to the moon là-dessus, hein, mais dire c'est un truc qui va vraiment osciller, l'euro-yen. Donc voilà, est-ce qu'ici on va vers une oscillation plus profonde et dans ce cas-là j'ai tort, c'est possible, ou alors est-ce qu'ici on a vraiment une tendance qui se met en place et dans ce cas-là il faut en profiter. Voilà. À surveiller. Ah, je vais prendre ma vente Apple cette semaine. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, je ne sais pas trop quand. Peut-être dès l'ouverture. J'aimerais bien avoir un signal quand même, avoir un petit quelque chose. Donc, j'irai regarder en 4 heures ou en horaire. Microsoft, toujours pareil, ils essayent, hein, ils essayent fort, 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 mais bon, encore une fois, là, il suffit d'un échec et c'est terminé. Donc j'attends de voir comment réagit Microsoft cette semaine. Je suis toujours dedans, hein, encore une fois, j'ai un stop qui est plus haut que ça. Je ne sais pas, je vous dirai exactement le stop, mais je ne suis pas stoppé pour l'instant. Donc j'attends sagement de voir comment ça déroule sur Microsoft. Est-ce que cette semaine Microsoft se fait dérouiller? Et si c'est le cas, hein, évidemment, je n'hésite pas à prendre des renforts en breakout dès qu'on vient chercher et qu'on casse les supports. Pour l'instant, toujours rien, donc trade spéculatif et patience. Même chose pour tous les Facebook et compagnie. Hein. Normalement, je veux voir toute la cote américaine et surtout cette jolie cote technologique se faire dérouiller. Il est fort probable que je reprenne Tesla également. Voilà. Pas nécessairement pour viser de nouveaux plus bas sur Tesla, mais pour viser tout simplement voilà, des trades de range, de dire on a une borne de range. Je pense qu'on pourra viser des retracements et surtout, je pense, la clôture de ce gap. Ça reste très risqué et très hypothétique. Pour l'instant, j'irai doucement pardon, sur Tesla. Et c'est conditionnel. Voilà, c'est pas sûr que je le prenne en portefeuille, celui-là. Celle que je surveille aussi, c'est Boeing. Elle, dès qu'elle va faire son breakout ici, je vous rappelle qu'il ne faut pas la rater. Hein. Là, c'est 2 ans d'accumulation sur Boeing. Quand ça va sortir, ça va faire mal. Hein. Il ne faudra pas le rater. Ici, ça va être breakout, ça va être gap baissier, la totale. Hein. Donc ici, il faut faire très attention sur Boeing. Tout ça. Voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. Donc je surveille quelques actions, je surveille bien évidemment le dollar avant toute chose, voir s'il va nous foutre un peu tranquille, commencer à baisser, ce qui permettra probablement au gold de se reprendre, au yen de commencer à se péter la tronche. Donc je surveille un peu tout ça. Voilà, c'est pour moi une semaine thématique dollar et surtout repli sur les indices et voir si on forme des ranges et qui retrace le plus dans ces ranges. Est-ce que c'est Wall Street qui se pète la gueule plus qu'à les autres? Autrement dit, chute du dollar en plus, ou est-ce que le dollar se maintient pas trop mal et dans ce cas-là, les indices à Wall Street se pètent pas trop la tronche. Voilà. Ce que je vois pour l'instant, ça semble être plus trop le deuxième scénario. Mais encore une fois, c'est lundi matin. Moi, j'attendrai ce soir pour voir. Mais j'aimerais bien voir les indices américains chuter un petit peu plus que les indices européens. Voilà. Pour moi, la thématique, ça reste, en gros, de suivre un peu tout ça, c'est-à-dire d'essayer de revisiter. Alors peut-être pas sur le DAX, mais voilà, le DAX peut-être pas casser les plus bas hebdomadaires
de la semaine dernière, mais je pense clairement que sur le S&P 500, c'est juste tout ouvert. Hein, voilà. Autrement dit, on devrait normalement casser ça, probablement revenir tester cette zone-là, des anciens sommets, on va dire 30-35, un truc comme ça, viser difficilement plus bas que ça. Et ici, on récupère ses gains, et on attend, et on regarde, et on garde en swing. Moi, pour ma part, c'est ce que je vais faire. Donc viser là, faire mes gestions de risque, et attendre de voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Voilà. Si on clôture la semaine tout en bas et qu'on enchaîne derrière avec d'autres semaines vendeuses, autrement dit, si on y va en mode all-in, pas de gestion du risque, on fonce tout droit parce qu'il y a des catalyseurs, faut pas pleurer. Hein, voilà. Mais moi, il est clair que je reprends Wall Street à la vente. Je pense qu'en hebdo, les cycles sont bien matures. Toujours pareil, hein, je veux profiter de ce cycle vendeur hebdomadaire. Maintenant, ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Donc ça fait 12 bougies haussières. Donc tout un cycle daily hein, qui s'est produit à la hausse. Donc je pense que c'est là. En gros, on tire un cycle haussier au maxi avant de se taper un cycle baissier. Je rappelle, un cycle baissier, c'est alors en hebdo, d'accord, un cycle baissier avec des prix baissiers, c'est généralement entre 8 et 12 bougies hebdomadaires. D'accord. Donc ça veut dire que là, on serait parti pour 8 à 12 semaines de vente. Donc théoriquement, jusqu'à la fin de l'année et début de l'année 2020. Donc j'attends toujours de trouver le timing de début de ce cycle où les ventes seront de nouveau possibles et où normalement on devra enfin pouvoir gérer les risques en tant que vendeur, à savoir donc construire ses expositions, gérer les risques, reprendre des renforts, ainsi de suite et tout ça. Voilà. Pour l'instant, patience et uniquement spéculatif. Donc que pour les traders expérimentés, les débutants, vous ne foutez pas les doigts là-dedans. C'est toujours du trade en reverse, donc surtout pas ça. Les débutants, on essaiera de parler de tout ça demain. Parce que du coup, je pense que sur les UT de court terme, vous allez pouvoir vous positionner dans ces mêmes objectifs-là, mais avec des trades beaucoup moins risqués à plus court terme. Bye bye et bonne semaine.